Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Steve Pétang, président de l'association CID basée en Allemagne. Alors CID, pour remettre dans le contexte, c'est une jeune association qui regroupe les Africains de la diaspora. Il a accepté d'échanger avec nous sur son parcours, sur ses actions, ses convictions, ses projets actuels et futurs. Donc voilà. Donc bonjour Steve. Alors on va commencer par un court portrait de ta personne. Alors pourrais-tu nous parler un peu de toi, d'où viens-tu en Afrique et qu'est-ce qui t'a ramené en Allemagne? Oui, bonjour, bonjour Akissi. Bon, je dirais Akissi Sandrine parce que non, mais c'est un plaisir pour moi d'abord d'être ici et bon, je me réjouis d'avoir l'occasion de partager un peu avec toi sur ce que nous faisons. C'est un plaisir. Et bon, pour ce qui est de ma personne, bon, je dirais que je viens du Cameroun. Donc, je suis né, j'ai grandi à Yaoundé. Mhm. Et bon, je suis en Allemagne depuis 1998, oui, si je me rappelle bien, 1998. Mhm. Donc, je suis venu en Allemagne pour faire mes études, comme beaucoup de compatriotes qui sont basés ici en Allemagne. Et bon, depuis lors, j'ai fini mes études, je travaille ici, et donc c'est un peu ça, un peu sur ce qui concerne ma personne. D'accord, c'est devenu un peu ton pays d'adoption, quoi. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que t'intégrer en Europe a-t-il été aisé pour toi? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ou... Oui, en tout cas, la question d'intégration, c'est une question qui est vraiment, vraiment très compliquée, quoi. Donc, parfois, on se pose encore même la question aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment intégré? Donc, je ne Mhm. sais pas comment toi tu te sens, je ne sais pas si toi tu te sens déjà parfaitement intégré, mais c'est toujours une question qu'on se pose et même après plusieurs dizaines d'années, on se demande toujours, est-ce qu'on est vraiment intégré? Et, bon, il y a une très grande différence entre les cultures qu'on rencontre ici, celles qu'on a laissées en Afrique, au Cameroun. Et c'est pas facile. Il y a des choses qu'il faudrait qu'on apprend à faire, il y a des choses qu'on apprend à comprendre, il y a des choses qu'on n'arrive jamais à comprendre et qu'on n'arrive même jamais à faire. Et bon, c'est un peu ça. Bon, moi, je dirais que j'ai eu, comme beaucoup d'autres aussi, mes challenges, mes défis, mes difficultés. Bon, mais par la grâce de Dieu, je suis où je suis. Et puis bon, je me réjouis de ce que j'ai pu faire et atteindre jusqu'à présent. Et je me dis, bon, mais à savoir si on est intégré ou pas, ça, c'est Toujours une une très très bonne bonne question. question. Je ne sais pas comment tu vois ça, mais bon, c'est une question qui est assez difficile à répondre, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, aujourd'hui, que fais-tu en dehors de l'association CID? Oui, bon, mes activités sont très variées. Bon, je dois dire peut-être même que, pour être honnête, site, c'est pas mon activité principale, en fait. Dans le sens, donc, c'est vrai, quand on dit qu'est-ce que je fais en dehors de site, ça prête à... Bon, c'est comme si ce site, c'est l'activité principale, mais bon, en fait, c'est pas l'activité principale. Donc, je suis ingénieur et manager de formation, donc je travaille pour une société de la place. Et bon, c'est ça qui représente mon activité de base, mon activité professionnelle de base. Bon, je suis aussi papa, père de famille, et donc ça représente aussi quelque chose d'essentiel dans le temps dans le temps qu'on a. Et bon, sinon, je suis aussi très engagé dans le domaine de l'Église parce que c'est aussi rapproché, rattaché à mes convictions chrétiennes. Et donc, ça, ce sont un peu les domaines et les secteurs d'activité. Bon, il y a aussi CID qui est là parce que ça représente quelque chose ouais, pour lequel il y a du feu qui brûle en moi. Et du coup, c'est un peu ça les domaines et les secteurs d'activité. Et bon, CID occupe une place bon, qui n'est pas forcément la plus grande, mais aussi qui est quand même assez importante. Qui est quand même assez importante, quoi. D'accord. Ben là, du coup, on va rentrer dans le détail de CID Navico et notamment son lancement. Donc, tu es président de CID, association basée en Allemagne qui regroupe les Africains de la diaspora. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, Qu'est-ce oui, qui les t'a Africains. poussé à t'engager dans cette initiative bénévole? Bon, ce qui m'a poussé à m'engager, je dois dire que, tu sais, bon, quand on est souvent, très souvent, quand on te demande qui tu es, qu'est-ce que tu fais, très souvent, on pense rapidement à son métier, on pense à ses origines. Et moi, je crois qu'il y a autre chose qui définit un peu aussi notre personnalité et qui est vraiment très importante. Ce sont les valeurs et les rêves et les visions qu'on a en soi. Mhm. Donc, qui définit vraiment beaucoup notre personnalité. Et c'est un peu de là où j'ai puisé la motivation et tout part pour ce qui me concerne de mon engagement dans CID.
parce que ça, c'est un peu partie de la vision et des rêves qui sont implantés en moi depuis mon très bas âge. Et c'est un peu de là que ça part, quoi. Bon, pour la petite histoire, quand j'étais tout petit, j'avais l'habitude toujours de dire à mes parents, à mes frères, à mes soeurs, que je vais acheter au Cameroun, quoi, que je vais créer une très grande entreprise qui va employer plein de gens, quoi. C'est Donc trop. ça, c'est quelque chose que je racontais à tout le monde et après, j'ai oublié. Donc, c'est complètement sorti de ma tête et il y a de cela quelques années, il y a un de mes oncles qui est quand même il est un peu jeune, un peu plus jeune que moi, mais c'est quand même mon oncle. Bon, tu crois que tu comprends un peu le Oui, je phénomène. comprends très bien. C'est un de mes oncles, mais il est plus jeune que moi. Et il est aussi ici en Allemagne. Un jour, il me demande, mais si, à propos, tu avais toujours dit que tu vas créer l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Donc, c'était dans une phase où j'étais un peu en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais, dans quoi j'investis mon temps. Et ça a réveillé vraiment, cette question qui m'a posé a réveillé beaucoup de choses en moi qui m'ont amené aussi vers mon engagement au sein de site. Donc, c'est un peu de là que vient de la motivation donc de ces rêves et ces visions, ces choses qui sont implantées en moi et qui me disent, bon, Steve, tu pourras apporter quelque chose, tu pourras apporter une contribution et c'est un peu ça que j'essaie de faire, quoi. D'accord. Mais du coup, comment résumerais-tu pour l'esprit de Sid, en fait? Bon, je vais dire ce qui est chez CID, bon, notre vision et notre philosophie, c'est quoi? On s'est dit, nous voulons apporter une contribution, au développement du Cameroun, au développement de l'Afrique. Et nous avons compris que l'Afrique regorge d'un potentiel énorme. Donc, que ce soit dans la diaspora ou alors au niveau local, il y a un potentiel énorme. Donc, ce que nous voulons faire, c'est tout simplement contribuer à ce que cela puisse éclore, quoi. Donc, que tout ce potentiel-là puisse jaillir et être visible et nous sommes convaincus que c'est en travaillant d'une part avec les jeunes personnes, parce que bon, il y a deux aspects au sein de CID, il y a l'aspect leadership, il y a l'aspect aussi entrepreneuriat. Et leadership avec les jeunes, c'est en travaillant avec les jeunes que nous pouvons vraiment apporter, avoir un impact qui sera durable. Et d'autre part aussi, en amenant l'écosystème qui est dans la diaspora avec celui qui est des entrepreneurs qui sont locaux, nous pourrons contribuer à un développement, avoir un impact sur l'économie en Afrique qui pourrait être aussi durable. Donc, c'est ça un peu l'esprit qui nous motive, d'apporter quelque chose qui pourra contribuer à cela de manière durable et en passant au travers de l'activité avec les jeunes, au travers des actions autour de l'entrepreneuriat, et en essayant de mettre ces deux écosystèmes ensemble qui, à eux seuls, sont gorgés d'un potentiel énorme. D'accord. D'accord. Et du coup, comment est constituée votre équipe et quelles sont vos activités principales? Bon, je dois dire que chez CID, je peux dire, bon, nous avons fondé l'association, on était à 4 en fondant l'association et nous formons, ces 4 personnes forment un peu le noyau. Et je dois dire que j'ai eu la grâce de rencontrer des personnes qui portent la même vision. Donc ça, c'est quelque chose que, bon, on n'a pas très souvent. Donc parfois, tu vois, il y a des associations où tu as quelqu'un qui a la vision et il essaie d'impacter les autres. Et moi, j'ai eu la grâce d'avoir une situation où, avec des amis, des personnes qui nous sommes très proches, de porter la même vision. On s'est dit, OK, on va faire site. C'est, comme je disais, bon, le bureau exécutif s'est formé d'environ 4 personnes. Nous avons à peu près 8 membres qui sont affiliés et une douzaine de mentors qui travaillent avec nous dans le cadre du mentoring. Bon, les activités sont un peu variées. On a des activités autour. On a en fait 4 axes d'activités. Donc, ça tourne autour du training, des workshops, autour du leadership. On a des activités qui vont dans la direction du networking parce que, bon, ce que nous visons aussi à un moment, c'est, comme je disais tantôt, d'amener ces deux écosystèmes ensemble dans la diaspora africaine et ceux qui sont sur place au pays ensemble pour pouvoir construire nos pays et notre Afrique. Et bon, ça, c'est le deuxième secteur d'activité. On a aussi le secteur d'activité du mentoring. Et c'est dans ce cadre-là que se classe effectivement le programme
Nabico que nous avons lancé l'année dernière. Et le dernier axe, c'est un peu les think tanks, les journées d'échange qu'on organise sur place, parfois aussi ici en Allemagne, et où on profite pour attirer l'attention sur certains thèmes qui sont assez relevants aussi, amener les gens également à venir ensemble et à se connaître, à s'échanger, etc. Donc ça, c'est un peu les différents types d'activités que nous avons au sein de CID, et bon, parmi lesquels, effectivement, le programme Nabico dont on va parler tout à l'heure. Oui, d'accord. Bah, d'ailleurs, c'est très bien que tu parles du projet Nabico parce que justement, nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous a poussé à lancer le projet Nabico en Afrique, au Cameroun, en partenariat avec l'incubateur Obotama. Bon, l'idée du programme Nabico est née, disons, j'étais fin d'année 2018. Donc, on sortait d'un think tank qu'on avait organisé à Douala avec beaucoup de jeunes entrepreneurs. Il s'agissait en fait, à ce moment-là de l'impact des startups et de l'écosystème des startups sur l'économie et dans l'environnement où ces startups-là sont avec les grosses entreprises autour d'eux. Donc, et on avait beaucoup discuté et on avait rencontré beaucoup de jeunes projets dans le cadre de ce think tank-là. Et ces échanges nous ont permis de découvrir un besoin qui existe au Cameroun, un besoin qui est là. Et c'est de là qu'est née donc l'idée du Nabico, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un besoin urgent, un besoin pressant d'accompagnement, de mentoring, un besoin aussi de financement. Donc, beaucoup de ces startups-là qui sont dans l'écosystème actuellement essayent de se lancer autant que faire se peut. Et c'est après cet événement-là que nous nous sommes dit, peut-être on pourrait faire quelque chose pour servir ces besoins-là que nous avons découverts. Donc, du coup, l'idée de Nabico est née, qui est à la base un programme de mentoring. Donc, comme je disais tantôt, potentiel dans la diaspora au Cameroun, mentoring entre des experts de la diaspora et les entrepreneurs locaux. Et c'est de là que l'idée de Nabico est née. Bon, on a commencé à travailler là-dessus et c'est bien après quand on est entré en partenariat avec l'incubateur, avec Obotama, qu'on a aussi finalisé l'idée et finalisé l'approche, et c'est ainsi qu'on a lancé le programme c'était, je crois, en octobre l'année dernière. D'accord, ok. Et comment, du coup, le projet est-il structuré? Quelles en sont les différentes phases? Bon, disons que les différentes, je pourrais résumer le projet en 4 phases. Oui. Donc, il y a la phase d'appel en candidature, donc là où on a en fait sélectionné les projets qui ont été intégrés dans le programme. Après, on a une phase de bootcamp qui tournait un peu autour du bootcamp. Le bootcamp, c'était une semaine de formation qu'on a eu à faire à Yaoundé. Après, avec les projets qui ont été sélectionnés, les 10 projets qui ont été sélectionnés. Donc, préparation et exécution de ce bootcamp-là. Bon, dans la préparation, il s'agissait beaucoup aussi de voir quels sont les besoins que ces 10 projets sélectionnés-là ont exactement. Et essayer de voir avec les mentors et ceux de la diaspora que nous avons, ceux de la diaspora qui font partie de notre réseau, comment pouvoir apporter des solutions ou bien des réponses à ces besoins-là qu'ils ont. Ça, c'était la deuxième phase. Après, nous sommes entrés dans une troisième phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement de mentoring, donc où chacune de ces startups-là sont accompagnées par un ou deux mentors, bon, je dirais même plus deux mentors qu'un, parce qu'on a essayé de créer des binômes. Et en même temps aussi, ceux qui étaient plus au niveau au niveau de l'incubation, on les a intégrés dans le programme d'incubation de Botama et qui les accompagne également pendant cette phase de mentoring. Et bon, on a après ça une autre phase qu'on appelle aussi, bon, on a dit la phase de financement. On se dit, bon, à la fin de cette phase de mentoring, là, s'il y a des projets qui ont atteint la maturité, on voudrait également regarder l'aspect business angel, regarder l'aspect angel investment, voir s'il y a des projets qui sont à maturité et qui peuvent passer à cette étape-là. Donc ça, ce sont un peu les
les 4 phases du projet, du programme Nabico. D'accord. Et du coup, à quelle date as-tu vraiment commencé, et avec tes collaborateurs, as-tu vraiment commencé à nourrir ce projet? Bon, Et à comme je quel dis, moment aussi vous avez commencé les démarches, les vraies démarches en fait? oui, bon, je vais dire, c'est un projet qui a été nourri pendant plusieurs mois. C'était plusieurs mois, plusieurs journées de discussion, d'échanges là-dessus. Euh, Comme je disais, en 2018, donc en 2018, nous avons commencé à définir les premières bases du projet. Et nous avons, donc, au sein de CID, définir les premières idées, profiler les choses, commencer à regarder les aspects de financement parce que c'est quelque chose qui est très important. Je dois ajouter que sur les 3 premières phases du programme Nabico, nous sommes accompagnés également par le Centre pour la migration internationale et le développement. Ça, c'est un programme de la GIZ ici en Allemagne, qui est avec Obotama aussi notre partenaire sur ce programme-là. Donc, ils interviennent plus sur la partie financement du programme. Et du coup, on a réfléchi sur comment trouver, quelles sont les possibilités de financement. On a après abordé l'étape de trouver un partenaire local parce que, bon, il faut dire que pour une association comme la nôtre qui est basée en Allemagne, pour pouvoir intervenir sur le Cameroun, sur l'Afrique, c'est important d'avoir un partenaire sur place qui nous aide vraiment à pouvoir à réaliser ce que nous souhaitons et ce que nous avons comme vision. Donc, on a commencé à rechercher le partenaire avec lequel on va travailler et on a eu par la grâce l'occasion de trouver Obotama avec qui le matching est vraiment parfait. Et avec Obotama, on a donc défini les derniers détails. Je dois même dire que le nom Nabico a été donné avec Obotama. Donc, on a donné un nom à ce programme, à ce bébé qui est en train de naître. Et c'est ainsi que donc, en 2019, on a lancé les choses. Donc, c'est à peu près, je dirais presque une année de préparation. Une année. Oui, travailler sur les détails, etc., avant de pouvoir le lancer en 2019. D'ailleurs, Nabico qui signifie quelque chose en particulier? Ah, Nabico, ça c'est très, très compliqué. Donc, c'est un mélange dont il a fallu beaucoup de créativité. Il y a l'aspect Nabi, donc, qui veut dire arranger et arranger dans une langue bamileke, dans la langue bamileke camerounaise. Et Eco, qui a après sa même signification Yoruba. Donc, c'est une combinaison des deux, quoi, Nabico. D'accord, ok. Et du coup, quels ont été les aspects les plus difficiles au lancement et au maintien du projet, selon toi? Bon, oui, je dois dire un des moments qui était quand même difficile, c'était pour moi la recherche du partenaire local. Donc, c'est une phase où on a eu vraiment beaucoup de challenges, de trouver vraiment un partenaire avec qui on partage la même vision. Ça, c'était pas facile parce que, bon, très souvent, parfois, même quand on a les bonnes idées, même quand on a les bonnes intentions, parfois ces bonnes idées, ces bonnes intentions-là ne convergent pas. Et ça fait que, du coup, c'est pas facile de travailler efficacement ensemble, quoi. Donc, ça, c'était une partie quand même assez challengeante. Et je crois que après avoir eu le contact avec Obotama et pris contact avec Obotama, bon, ça nous a vraiment beaucoup soulagé de pouvoir trouver vraiment un partenaire avec qui on peut vraiment travailler sur la même longueur d'onde. Et parce qu'on on partage la même vision et puis on a une histoire qui est très similaire. Donc, je vais dire, Obotama naît d'une association comme Oser l'Afrique qui a pratiquement la même DNA que si, je veux dire. Donc, du coup, ça permet aussi que beaucoup de choses ont pu être mises en place rapidement et on a pu avancer, quoi. Donc, ça, c'était l'un des challenges, à mon avis, qu'on a eu. Bon, maintenant, sur le futur, sur maintenir, bon, je dois dire, il y a aussi, bon, un aspect financier qui n'est pas négligé parce que, bon,
c'est aussi, ça demande aussi des sacrifices de beaucoup de personnes qui mettent du leur là-dedans, du leur également en termes de finances, au-delà de ce que nous avons aussi de notre partenaire de Sim et GIZ. Donc, ça demande quand même quelques sacrifices, et bon, des sacrifices en termes de finances, mais aussi des sacrifices en termes de temps, parce que c'est pas toujours facile de trouver, de faire quelque chose de ce genre juste comme activité secondaire, quoi. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un peu ça les challenges que nous avons eus et que je Et pense. concrètement, tu t'y attendais à avoir ce genre de challenge, ce genre de difficultés au niveau de la recherche du partenariat et de la recherche des financements aussi? Non, en fait, pour la recherche des financements, je m'attendais un peu à ça. Je me disais que ouais, ça va être difficile. Bon, c'est pas facile. Et je dois même dire que j'ai été très agréablement surpris sur certains aspects, quoi. Bon, sur la recherche du financement, je m'attendais un peu à ça. Bon, sur la recherche du partenaire, je m'attendais pas vraiment à ça parce que je me suis toujours dit, bon, c'est un peu ma naïveté, quoi. Bon, je dois avouer que je suis de nature un peu naïf, Ou hein. optimiste plutôt. Pourquoi pas employer le terme optimiste? Je crois que beaucoup peut-être qui me connaissent ne le croiraient pas, mais je suis parfois un peu naïf dans ma façon d'approcher les choses parce que je veux toujours croire au bon dans les personnes que je rencontre. Et parce que pour moi, c'est important. C'est pour moi une valeur que je dis, c'est bien de penser du bien de ceux qu'on rencontre, de De ne pas soupçonner le mal. des personnes. Oui, donc parce que bon, ça ne sert à rien d'être directement avoir un pôle négatif. Donc du coup, ça a aussi un aspect un peu naïf. Et moi, je m'étais dit, quand tu as une bonne idée, tu vas toujours trouver des gens qui seront intéressés par cette idée, ça va toujours marcher. Donc, j'avais un peu cette naïveté-là. Et bon, mais du coup, ça m'a un peu surpris de savoir que c'est pas facile de trouver des personnes qui partagent la même vision avec qui vous avez vraiment quelque chose qui vous rattache et qui vous permet de pouvoir faire des choses pareilles ensemble. Parce que c'est pas forcément c'est pas forcément qu'on a une bonne idée, qu'on est capable de l'exécuter avec tout le monde, mais il y a une chimie qui doit être là, il y a quelque chose qui doit être là où on passe ensemble et du coup, c'est quelque chose qui m'a un peu étonné. Bon, je m'étais dit que ça ne devait pas être aussi difficile, mais bon, on, on continue d'apprendre et bon, je reste toujours un peu naïf, hein. Moi, j'aime pas ce terme. Je préfère optimiste. Optimiste, ok, comme tu le dis, je reste toujours un peu optimiste et bon, c'est un peu ça, quoi. Mm. Et si c'est à refaire d'ailleurs aujourd'hui, avec ton expérience actuelle, l'expérience du coup de Nabico que tu as eu, que tu as accumulé jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu ferais les choses différemment peut-être? Si c'est à refaire, il y a beaucoup de choses que je ferais. D'abord, premièrement, je dirais que si c'est à refaire, le projet Nabico, pour moi, c'est quelque chose à refaire parce que on a eu vraiment beaucoup de retours très positifs. On a vu que ça a apporté beaucoup de choses aux startups, aux entrepreneurs qui sont dans le programme, aux mentors qui sont dans la diaspora. Ça a apporté à tout le monde qui a contribué d'une manière ou d'une autre. On a vu que chacun a quand même eu quelque chose de cela, quoi. Donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui, en général, vaut la peine de refaire. Et bon, maintenant, sur les détails, si c'était à refaire, il y a beaucoup de choses que je referais quand même un peu autrement. Et je crois qu'on on va également, dans les prochaines éditions, on va sûrement essayer de revoir ces aspects-là. Il y a des éléments, par exemple, autour du processus de sélection des candidats où on pourrait peut-être apporter quelques améliorations. Et donc, ça, c'est un domaine où je me suis dit, bon, ça, on pourrait quand même faire quelque chose, même dans la conception du bootcamp en lui-même. Oui. Et déjà, même que quand on était sorti du bootcamp, il y a eu des retours des participants qui nous ont donné quelques points où ils pensaient qu'on pourrait améliorer. Donc, on a rassemblé vraiment beaucoup de feedback et ça nous permettrait également d'améliorer, d'adapter, de changer un peu ce qui aura lieu de changer, quoi. Donc, bon, s'il faudrait refaire, comme je disais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon, d'une manière générale, hein, je pense qu'il n'y a rien qui est parfait. Je crois que tu sais ça. Oui, c'est sûr. On est toujours dans un processus permanent d'amélioration. Mhm. Et c'est un peu comme ça, quoi, qu'on évolue d'un point à un autre. On continue toujours. Oui, Euh, d'accord. Et du coup, avec ton équipe, à part vos partenaires,
Avez-vous été soutenu dans la démarche? Comment, et si oui, comment, quoi? Mm. Bon, il y a quelque chose qu'on a fait au départ, au tout début, c'est qu'on a essayé vraiment de regarder les projets, les projets similaires qui sont autour de nous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait. On n'a plus le temps vraiment de regarder. Il y a des projets, qu'est-ce que les gens font en Afrique. Il y en a beaucoup qui s'engagent en Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Nigeria. Il y en a qui sont en Afrique du Nord. Il y a beaucoup de projets de ce genre-là qui existent et on a eu aussi à échanger avec ces personnes-là pour savoir quelles sont les difficultés, les challenges qu'ils ont. Ça nous a permis aussi beaucoup d'apprendre et de comprendre comment est-ce qu'on pourrait monter un projet comme celui-là. D'accord. Et ça, c'est un peu l'un des éléments qu'on a beaucoup utilisé. Et bon, comme je disais tantôt, quand on travaille dans une équipe où tout le monde porte la vision, ça a aussi un avantage parce que du coup, les moments de faiblesse des uns sont compensés toujours par les moments de force des autres. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'encouragerais beaucoup. Chaque fois que j'arrive, quand on pose avec les jeunes au pays, je dis, écoutez, ce serait bien de vous mettre ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'étant tout seul dans son coin, on peut pas vraiment conquérir le monde, quoi. Donc, c'est bien d'être à plusieurs parce que les moments de faiblesse des uns sont toujours compensés par les moments de force des autres. Parce qu'on on n'est pas toujours au top de la forme. Il y a des jours où on n'est pas au top de la forme, oui. Et bon, peut-être on n'a pas bien dormi. Hein. On a des moments ou bien, bon, il y a plusieurs raisons, quoi. Donc, du coup, on n'est pas toujours au top de sa forme et c'est un peu ça, quoi. Donc, il y a ce soutien à l'intérieur là qui a aussi joué un rôle, je peux dire même le rôle le plus important dans la réalisation de ce projet. Donc, parce que du coup, de savoir que au moment où on a des doutes, il y a une autre personne qui croit et qui porte la vie, qui nous amène vers la prochaine étape, quoi. Donc, c'est un peu ça que je dirais, quoi. D'accord. Et comment, du coup, votre travail a-t-il été accueilli au Cameroun? Oui, très positivement. Mm-hmm. Très, très positivement. Je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris. Mm-hmm. Donc, que ce soit au Cameroun ou même ici dans la diaspora, parce que bon, on a commencé d'abord ici dans la diaspora à essayer à parler de ce projet à des personnes qui étaient supposées joindre notre groupe de mentors. Donc, ça, c'était d'abord la première expérience que nous avons fait, de se rendre compte que les Africains, les Camerounais de la diaspora trouvent l'idée très intéressante. Donc, on a un groupe, notre vision, comme je dis toujours, c'est une vision africaine. Hein. On a dans nos mentors des mentors qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Cameroun. Donc, du coup, on s'est rendu compte que de ce côté-là, on a eu vraiment une très bonne acceptance et c'était vraiment au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. Et de me rendre compte qu'il y a beaucoup qui portent cette vision-là en eux, de dire, bon, on veut apporter quelque chose, on veut contribuer au développement de l'Afrique. Et ça, c'était la première expérience qu'on a eue au Cameroun encore. C'était très intéressant de voir aussi les retours, dans les retours qu'on a eu des entrepreneurs qui ont participé au bootcamp. C'était des retours très positifs et ils se disaient que, ouais, bon, beaucoup même c'était au-delà de leurs attentes, quoi. Donc, il y avait certains qui, lorsqu'ils arrivaient au bootcamp, ils nous ont carrément dit, bah, quand on arrivait ici, on se disait que on ne pensait pas que ça allait être comme ça. Donc, c'est-à-dire que beaucoup avaient d'autres attentes, mais je pense que cet échange-là a apporté de la valeur pour beaucoup de ces projets-là. Et c'est ce qu'ils nous ont donné comme retour. Et je pense que ça a été très bien accepté, quoi. Bon, plusieurs personnes aussi, il y a des partenaires aussi, bon, pas des partenaires directs sur le projet Nabico, mais sur d'autres aspects de CID avec qui on travaille, qui également nous donnent des retours très positifs. La GIZ, même d'ailleurs, ceux qui étaient aussi présents pendant le bootcamp, qui étaient sur place aussi avec leurs représentants au Cameroun, ont aussi donné beaucoup de feedback positif. Donc, ça a été très, très bien pris. Ouais. Et je suis vraiment convaincu qu'il y a quand même une valeur ajoutée qu'on a apportée. C'est un peu, c'est ça. Je n'en doute pas. Du coup, on va aborder ton ressenti a posteriori du coup de ce challenge et de ce projet. Du coup, tu as expliqué que tu avais
pas mal d'activités. Tu avais ta vie professionnelle, ta vie familiale, tes activités à l'église et ta vie associative. Est-ce que ça t'a déjà effleuré l'esprit peut-être d'arrêter l'associatif? Parce que bon, on sait très bien que le travail associatif n'est pas de tout repos et peut-être fatigant des fois. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit d'arrêter, quoi? Bon, mais ça, c'est une très bonne question. Et bon, mais je ne sais pas. Ce qui est là, c'est que dans la théorie, hein, dans la théorie, on sait toujours qu'il y a toujours le moment qui vient où on a envie d'abandonner. Mm-hmm. De complètement abandonner. Ça, je peux te dire que quand tu posais même ta question, je suis sûr que tu te disais que là, Steve va nous raconter une histoire des moments de. De doute. Il a voulu tout plaquer. Je suis sûr que c'est ça que tu entendais. Bon, mais curieusement, je n'ai pas encore eu ce moment-là. Ah. J'ai pas encore eu ce moment-là, à vrai dire, où un doute vraiment très profond s'installe, où tu te dis, j'ai envie d'arrêter. Bon, peut-être c'est quelque chose encore qui est à venir, donc, parce que je crois que ce sont des moments aussi dans l'évolution, dans l'exécution des projets qu'on a, ce sont des moments aussi dont parfois on a besoin de passer parce que ça permet aussi de s'enraciner encore dans ce qu'on fait. Et bon, mais je n'ai pas encore eu vraiment à vivre ce moment-là avec Sid. Et bon, je dois dire que jusqu'à présent, la motivation que j'ai eu m'a porté jusqu'à présent. Et les difficultés, bien qu'on a eu des difficultés, bon, c'était des moments un peu difficiles à passer, mais ce n'étaient pas des moments de doute dans le sens de remise en question profonde. Et bon, mais peut-être ça viendra. Et bon, ce jour-là, je penserai à cette interview. J'espère que ça n'arrivera pas et que tu seras toujours enthousiaste et motivé pour... Je penserai à cette interview, alors je préparerai mon histoire que je vais te raconter après, si tu vois tout ce que je vais dire. J'espère qu'on n'aura pas ce passage-là. Mais du coup, dans ces moments difficiles, comment tu as fait justement pour les surmonter et pour surmonter les obstacles? Tout à l'heure, tu parlais justement de ton équipe qui t'aide justement à surmonter dans les moments d'armes et tout ça, mais quelles ont été les autres choses qui t'ont permis de surmonter ces difficultés-là? Bon, je dois dire, bon, c'est clair qu'il y a l'échange avec les autres. Ça, c'est un aspect d'abord qu'il faut pas oublier. Donc, l'échange, quand on parle ouvertement des risques qu'on voit, des difficultés qu'on a, donc au sein de l'équipe d'abord, ça permet d'avoir une énergie pour continuer déjà. Ça, c'est un aspect qui est lié à l'équipe. Maintenant, il y a un aspect qui est lié à la personne. Donc, je suis dans ce que je fais très enraciné j'attache beaucoup la foi en Dieu dans ce que je fais et je puise dans cela aussi beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer dans beaucoup de projets. Donc, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans le cadre des CID. Donc, ça aussi, c'est un aspect qui m'a beaucoup aidé. Donc, aider à trouver dans les moments difficiles une motivation pour avancer parce que je crois que ces valeurs, ces visions, ces rêves-là qui sont en nous, ce ne sont pas des rêves qu'on a seulement de nous-mêmes, mais je suis convaincu que c'est Dieu aussi qui les met en nous et il nous donne également la force d'avancer dans les moments difficiles. Et bon, ça aussi, c'est un aspect qui est très, très important. Bon, peut-être différent pour certains, bon, je ne sais pas, ça dépend des croyances des uns et des autres. Et bon, mais aussi dans l'échange avec des personnes proches, avec mon épouse, avec les amis. Donc, du coup, dans cet échange-là, on puisse puiser vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer et pouvoir réaliser ce qu'on a pu faire, quoi. D'accord. Très intéressant. Et du coup, pour parler de ton travail, tes influences, tes références peut-être, du coup, tu travailles, si je ne me trompe pas, en tant que project manager. Oui. En quoi consiste ton travail? Est-ce que ça te plaît? Oh, ça, c'est... C'est une question aussi. Ça, c'est une question... Tu sais, parce que chaque fois quand on parle de... Bon, quand je commençais à travailler, pour dire vrai, je n'avais pas l'aspect, est-ce que ça me plaît vraiment en esprit, quoi. Donc, quand on sort de l'université, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Donc, moi, c'est vrai. Ça, c'est la motivation première, quoi. On se dit, non, il faut que j'ai un travail qui me rapporte l'argent et puis je puisse m'occuper de moi et de ma famille. Donc, c'est... Bon, mais après, on commence quand même, à un certain moment, on commence à se remettre en question, à se demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va apporter, quelles sont les valeurs qu'on a, etc. Bon, je dois dire, mon travail, je me vois plus aujourd'hui
Je dis aujourd'hui parce que ça a beaucoup évolué. Hein, donc, je me vois plus aujourd'hui comme un facilitateur. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, mon rôle, c'est, bon, je suis responsable de projet, on a plusieurs projets de dimensions différentes qu'on a exécutés. Donc, je me vois plus dans ce contexte-là comme un facilitateur. Donc, celui-là qui permet de mettre tout sur place, sur pied, pour que les gens puissent travailler dans un environnement paisible, dans un environnement favorable, dans un environnement qui permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, du coup, si ça me fait plaisir, je dois dire que au fil des années, développé, en fait, j'ai pu découvrir une essence, comment est-ce que je dirais, une raison pour ce que je fais, qui est dans la satisfaction que les employés ont de ce que j'apporte comme dans le projet. Donc, j'ai pu trouver dedans une certaine raison. Et je trouve, et pour moi, c'est bien de voir que ceux avec qui je travaille, qu'ils ont ce dont ils ont besoin, de voir qu'ils évoluent, que les personnes évoluent dans leurs compétences, que les personnes évoluent dans dans leur domaine de compétences, dans leur développement personnel, que les personnes avancent là-dedans. Donc, de voir qu'il y a des personnes qui éclatent autour de moi et qui puissent avancer. Ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de fierté. Et c'est en cela que je trouve beaucoup de la joie dans mon travail. Mais sinon, parfois, c'est aussi ennuyeux, hein, parce que, bon, développer les plans, être tout le temps en train de trouver des solutions aux difficultés. Bon, je crois que tu conviens avec moi, c'est personne en train de résoudre les problèmes. C'est pas toujours une partie de plaisir. Bon, mais c'est fait partie aussi du travail. Donc, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges qui sont toujours à résoudre. Et bon, parfois, bon, c'est pas, on passe des moments, on a des entretiens, des échanges, pas forcément des plus gais. Mais toujours est-il que quand tu vois l'impact que ça a dans la vie de certaines personnes, ça fait quand même plaisir. De se dire que oui, de se sentir que oui, j'apporte quand même une contribution et j'aide ces personnes en tant que facilitateur à avancer dans ce qu'ils font, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, en fait, tu as appris à apprécier ton boulot, en fait. Ouais, j'ai appris à apprécier mon boulot. D'accord. Parce qu'au départ, j'avais pas la bonne mindset, quoi. Oui. J'avais pas la bonne motivation. Bon, ben, je sais pas à quel niveau toi tu en es, mais bon, je suis sûr que je suis au stade où j'apprends aussi. Je suis encore dans le processus d'apprentissage. Ah, OK. À apprécier ce que je fais. En tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de plaisir dans ça. Et merci. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dont tu te rendras compte. Merci beaucoup. Et du coup, quelles sont tes références, tes influences, parce que tu parles de leadership, de mentoring. Quelles sont pour toi tes références et tes influences? Est-ce que c'est des personnes peut-être publiques ou particulières, ta famille, tes amis, peut-être ton épouse? Bon, je vais dire, c'est les personnes autour de moi. Bon, je suis quelqu'un qui vit beaucoup de l'écosystème dans lequel il se trouve. Donc, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui, sans s'en rendre compte même parfois, quoi, donc représentent pour moi des modèles. Beaucoup de personnes, donc dans des secteurs d'activité différentes, quoi. Donc, et j'ai souvent eu la grâce que dans chacune dans les étapes, dans chacune des étapes essentielles de ma vie, j'ai eu à rencontrer quelqu'un qui m'a marqué, quoi, dans sa façon de gérer cette étape de sa vie-là et qui m'a beaucoup inspiré. Donc, ce ne sont pas des personnes célèbres, bon, sont autour de mon entourage et parfois même qui ne s'en rendent pas compte, quoi. Donc, j'ai l'exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est l'exemple d'un de mes amis, un de mes camarades. On était en fin d'études, donc j'étais juste avant la phase de commencer avec le boulot et ce gars, il m'a inspiré dans la façon de gérer son temps d'une manière qui, jusqu'aujourd'hui, me marque, quoi. Donc, il venait au boulot 8h à 16h. De 8h à 16h, il ne faisait jamais d'heures supplémentaires. Et un jour, on lui a dit, hey, tu ne fais ça que c'est sûr qu'il ne travaille pas. On lui a dit, bon, on était assis avec d'autres étudiants là, bon, on était en train de faire notre stage de fin d'études. Donc, on lui dit, ah, c'est sûr qu'il ne travaille pas. Il nous a dit que non, écoutez, si vous travaillez au-delà de 16 heures, c'est parce qu'entre 8 heures et 16 heures, vous ne travaillez pas. Donc, c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit.
Et je me suis dit, je vais voir un peu ce que ce gars produit. Donc, à la fin de son stage, il a un peu présenté ce qu'il avait fait. Je me suis rendu compte que, wow, en termes de contenu, ce gars avait produit pour peut-être 3 personnes. J'ai dit que, mais comment est-ce qu'il a pu réaliser ça? Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et marqué dans le sens de la discipline et l'ordre, donc de savoir se discipliner et être ordonné. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça autour de moi qui marquent beaucoup de phases de ma vie et imprègnent un peu mon caractère et mes valeurs. Et bon, à la base aussi, bon, moi, je suis beaucoup inspiré de la personne de Jésus dans la Bible parce que c'est aussi quelqu'un qui permet, qui donne vraiment de l'inspiration dans presque tous les domaines de la vie, dans presque tous les secteurs d'activité. Et bon, c'est voilà aussi quelqu'un qui est pour moi une référence quand même assez importante, quoi. D'accord, d'accord, intéressant. Du coup, tu as fait l'école au Cameroun. Du coup, Ouais. tu connais l'éducation, tu connais le modèle éducatif du coup camerounais et africain. Et si tu pouvais révolutionner l'éducation en Afrique, que proposerais-tu concrètement? Notamment par rapport à la notion de leadership. Ouais. En tout cas, je proposerais 2 choses. Oui. La première chose que je proposerais, c'est qu'on renforce l'éducation civique et morale. Mhm. Donc, et déjà même au niveau primaire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on peut transmettre, inculquer aux jeunes. Et ça serait l'un des premiers éléments, quoi. Donc, on accorde encore un peu plus d'importance à ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de difficultés que nous avons en Afrique qui sied dans les valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup de valeurs et du coup, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus parce que ce n'est plus là, quoi. Donc, vraiment renforcer cela et amener les jeunes à parler des thèmes qui relèvent vraiment aussi de la prise de la responsabilité, de l'honnêteté, ce genre de thèmes-là, quoi. Qu'on remette ces thèmes-là sur la table dans l'éducation des enfants dès le bas âge. Ça, ce serait le premier point que moi j'apporte. Le deuxième point, je dirais qu'on favorise le travail en groupe. Parce qu'il y a quelqu'un, un jour j'ai discuté avec un ami, il a dit quelque chose qui m'a aussi marqué. Il a dit que bon, nous sommes formés à être des individualistes. Je dis comment ça? Il dit que mais nous sommes formés dès la base à être des individualistes. Je lui dis mais comment est-ce que tu en arrives là? Il dit que mais regarde, pendant que tu étais à l'école primaire, tu as fait combien de groupes de travail de groupe? J'ai réfléchi combien de fois dans tout mon cursus primaire j'ai eu à travailler avec des camarades sur un projet d'un travail de groupe qui relève en fait, je n'ai pas trouvé d'exemple concret. Je me suis dit, waouh, ça c'est quand même très pertinent. Et je me dis que ça c'est un secteur où on pourrait également, dès la base déjà, amener les jeunes, les enfants à travailler en groupe, à faire des choses ensemble, qui comprennent à cultiver cet esprit d'équipe-là, qui comprennent que c'est ensemble, c'est à 2, c'est à 3, c'est à 4, quand on est plusieurs, qu'on peut faire quelque chose. Donc, ça sont les 2 éléments que si j'avais la possibilité, quelque chose, oui, j'apporterais, quoi. Et pour insuffler la notion de leadership, du coup, chez l'enfant ou l'adolescent ou l'étudiant, qu'est-ce qu'on pourrait concrètement proposer? Non, quand je parle de ces, parce que pour moi, hein, dans ces notions de travail en équipe, donc c'est pour moi aussi des valeurs de leadership. Donc, D'accord. quand je parle d'honnêteté et de prise de responsabilité, pour moi aussi, c'est ça, quoi, parce que on a besoin des personnes qui sont conscientes des défis que nous avons sur place et qui prennent ces défis-là en main. Donc, et c'est dans l'éducation civique qu'on peut apprendre à quelqu'un que, ouais, écoute, les problèmes de la localité, ce sont les problèmes qui te concernent. Donc, tu es celui-là qui devait trouver les solutions à ces problèmes de la localité-là, quoi, de ta localité, de ton environnement. Donc, c'est dans ce cadre-là que je crois qu'on pourrait développer et transmettre des valeurs de leadership D'accord. à ces étudiants-là pour qu'ils demain deviennent ceux-là qui prennent les responsabilités, qui prennent les choses en main et qui disent que nous allons apporter le changement, nous allons transformer les choses, nous voyons en nous la responsabilité de résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés, quoi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vois l'aspect aussi leadership, quoi. D'accord. Je vois, je comprends. Oui, très intéressant. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, ta vie actuelle,
allier ta vie personnelle et ta vie professionnelle, du coup, est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que tu arrives à tout gérer? Est-ce que des fois, tu es débordé? Est-ce que... Surtout que il y a les enfants. Quand tu me vois là, j'ai l'air détendu, n'est-ce pas? Oui. Non, t'as l'air vraiment détendu. Tu as l'air vraiment détendu. J'ai l'air détendu, mais c'est trompeur. Ah bon? Ah non, tu avais l'air détendu. Tu avais l'air détendu. Non, je vais dire, oui, c'est clair que c'est beaucoup de choses à faire et de trouver la bonne balance entre la vie professionnelle et la famille, ça, c'est un challenge permanent. Okay. Et bon, je crois que moi, personnellement, je me dis, c'est un challenge qui va nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours parce que je ne crois pas qu'il y a un moment un équilibre qu'on a trouvé et un équilibre qu'on maintient jusqu'à la fin, mais c'est un renouvellement permanent, quoi. Donc, chaque fois, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on gère cette phase, comment est-ce qu'on gère cette phase, comment est-ce qu'on gère cette phase. Et donc, si tu m'arrêtes chez les enfants, je te dirais, il faut seulement travailler là-dessus jusqu'au bout. Et bon, un autre truc quand même qui est très important, et moi je crois que il faut quand même le reconnaître, la clé dedans aussi, c'est le partenaire avec lequel on est. Donc, ça, c'est quand même très important. Et moi, il y a beaucoup de bonnes personnes, il y a beaucoup qu'on rencontre, mais ce n'est pas facile de trouver la personne idéale. Et idéal pour ce qu'on est et pour ce qu'on a à faire. Et bon, j'ai la grâce d'être avec quelqu'un vraiment que je qualifierais d'idéal pour ce que je suis et pour ce que je suis en train de faire. Et elle me soutient beaucoup dans ce que je fais. Donc, je vais dire, c'est de trouver la bonne personne. C'est très important, le choix du partenaire. Et quand j'ai eu souvent beaucoup à causer avec les jeunes qui sont dans la phase de recherche de partenaires, j'ai dit, c'est quelque chose qui est très important. Il y a beaucoup de choses auxquelles on doit faire attention dans cette phase-là qui permettent que plus tard, certains challenges sont plus faciles à résoudre. Et quand on partage aussi, j'ai la grâce aussi d'avoir une épouse avec qui je partage la même vision et elle fait également partie de l'association. Donc, ça fait qu'on partage la même vision et on fait le même chemin ensemble, quoi. Donc, ça permet également ça facilite la tâche dans les challenges. Bon, ça ne réduit pas les challenges parce que les challenges sont toujours là et on doit trouver toujours la bonne balance entre le boulot, la famille. Et bon, mais c'est un challenge permanent et on est toujours à la recherche de solutions. Et je pense qu'on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que. Jusqu'à la fin. Le rééquilibrage, finalement, il faudra toujours rééquilibrer le rééquilibrage. Il faut toujours rééquilibrer. Toujours rééquilibrer, quoi. Et du coup, en t'investissant autant en Afrique, as-tu pour projet peut-être de t'y installer définitivement et d'abandonner l'Allemagne, du coup? Ça, c'est une question très, très, très difficile. Très, très, très difficile parce que et je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore de réponse à cela. Donc, bon, et je me permets aujourd'hui de ne pas encore avoir de réponse à cela. Mais mon cœur bat beaucoup pour l'Afrique. Et bon, si dans ce qu'on fait avec SID, ça fait partie des actions qu'on entreprend, bon, mon épouse et moi également, dans ce sens-là. Et bon, on verra un peu où est-ce que ça va nous amener. Bon, mais la question du retour en Afrique, c'est une question qui est quand même qui est très complexe. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Et peut-être un jour, on pourra en débattre. Ça pourrait être même le sujet d'un débat, je ne sais pas combien de temps. Bon. Mais toujours est-il que c'est une question qui est très, très, très complexe et où il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Mais je pense que, pour ma part, c'est le cœur qui bat pour l'Afrique. Je vois la responsabilité que nous avons, même nous qui sommes dans la diaspora, pour le développement de l'Afrique. Chacun doit apporter sa contribution. Oui. Et bon, maintenant, on est un peu aussi ouvert à ce que ça va donner et dans quelle direction tout ça va s'orienter. Et bon, on verra d'ici peu. D'accord, ok. Et un dernier mot pour les Oséens, les Oséennes, les personnes qui te regardent, qui te suivent. Oui, en tout cas, je trouve que c'est bien d'essayer. C'est bien d'essayer. Ça, c'est l'une des choses dont je me suis rendu compte après plusieurs années. Parce que, bon, très souvent, on a des idées, on est dans les débats, on est dans des discussions. Bon, je crois que nous, en fait, les Camerounais surtout, hein, ils aiment beaucoup discuter. Hein, donc, on sera en train de discuter. Si tu
on se rencontre, on peut causer pendant des heures et des heures sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. Et moi, je crois que le moment est venu vraiment de faire quelque chose de concret. Donc, de faire des pas, d'essayer quelque chose. Même quand on n'a pas encore sûr à 100%, je crois que ça vaut la peine d'essayer et de faire les premiers pas, de voir est-ce que ça apporte quelque chose ou pas. Donc, ça, c'est ce que moi, je pense qui est important et c'est un appel que je lance vraiment à tous ceux qui sont dans la diaspora de se dire, bon, essayez quelque chose, faites quelque chose, apportez quelque chose, une contribution. Ce n'est pas forcément la même chose. Tout le monde n'est pas obligé de s'orienter dans le mentoring, l'entrepreneuriat. Il y a tellement beaucoup de secteurs d'activité. Je suis sûr que moi-même, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes que nous n'approchons pas, que nous ne touchons pas en ce moment. Et les thèmes sont vraiment variés. Il y a beaucoup de choses à faire. Et tout ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est d'encourager les gens à essayer, à faire quelque chose de concret, même quand parfois on n'est pas très sûr, parce que parfois on planifie, et on finit Et on ne fait rien du tout. On a un bon plan, mais on n'a jamais exécuté, parce qu'il y a toujours un risque qui reste. Et ce risque-là bloque le reste, quoi. Donc, du coup, je me dis, même parfois, quand il y a quelques petits doutes, c'est mieux de commencer, d'essayer quelque chose. Et je crois que c'est la somme de ces petites choses-là qui permettra à notre Afrique de sortir de là où elle est maintenant et d'émerger, parce que le potentiel est énorme. Énorme, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, le potentiel est énorme. Ça, on ne peut même pas. Il n'y a pas de petites ou de grandes actions à poser, il y a juste des actions à faire. Et en somme, si je peux résumer ce dernier mot que tu nous partages, c'est en fait d'oser l'Afrique, quoi. Ah, j'ai bien dit que oser l'Afrique, c'est donc quand même la même DNA. Donc, il y a beaucoup de choses où on se retrouve et il y a beaucoup de valeurs et de visions qu'on partage ensemble. C'est bien. Okay. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment, Steve, de nous avoir accordé ce moment. Merci pour tes conseils. Merci aux personnes qui ont regardé cette interview et à très bientôt dans une nouvelle interview. Ok. Merci à toi également, Sandrine, ici, et à très bientôt. À très bientôt. Bye. Bye.